pas possible. C'est vraiment contraire même à une idée de la morale qu'on se fait. C'est comme si vous laissiez des naufragés en pleine mer et que vous passiez à côté sans aller vers eux. Donc je ne veux pas vous faire un cours de morale, mais néanmoins, je pense que la morale, c'est ce qui nous pousse à agir comme si nous aimions, comme un espèce de prolongement pour les professionnels de l'amour que les familles témoignent à leurs enfants. L'amour et la morale vont dans la même direction, qui est celle de la prise en compte des intérêts de l'autre. Donc on pourrait dire d'une façon que l'amour indique la direction, mais que la morale indique le chemin. Empêtré dans un monde en majorité répétitif, stéréotypé, idéatif, gestuel, un monde très isolant au demeurant, ne pas aller vers lui par une action volontaire, voilà, pour moi c'est aussi moral que de ne pas porter secours à des naufragés. La condition autiste, pour peu qu'on y prête amour et attention et volonté, c'est-à-dire action, nous offre une chance, celle de sortir du narcissisme par l'apport d'une bienveillante empathie. Bref, remercions-les tous de nous forcer à réfléchir. David da Fonseca, qui n'est pas encore arrivé, mais pourrait vous en parler mieux que moi de ce monde très particulier du monde Asperger, et nous partageons le même point de vue. Nous pensons que c'est une chance pour nous, malgré les difficultés et les passages difficiles. C'est vraiment une chance pour nous qu'on a de les rencontrer et de les connaître, et de les apprécier. L'autisme a encore un pied dans la psychiatrie conventionnelle, entre guillemets, pas au sens de la convention de la CPM, mais des idées toutes faites, conventionnelles. Donc pour des raisons historiques propres à notre pays, à notre culture, voire inculture, je parle de culture scientifique, donc de formation, qui sera le maître mot aujourd'hui. Alors que l'autre pied est entré franchement dans la neurologie, la génétique, bref la médecine et les neurosciences. C'est sur ces données accumulées que se sont fondées les approches éducatives et comportementalistes, en se réappropriant au fond une idée basique de la communication, gestuelle et pictographique, qui correspond selon moi à une ontologie de notre cerveau humain. Il suffit de penser aux grottes préhistoriques pour s'en rendre compte. Voilà. D'autre part, j'ai été invité en tant qu'acteur local auprès des enfants et de leurs familles, et je tiens à remercier les visages que je connais, les familles qui sont là, de leur confiance et de leur présence. Je vais donc insister sur l'importance du mouvement associatif et de son influence sur les pratiques et les modes de prise en charge qui n'est plus contestable. Je ferai référence à un article du docteur Moïse Assouline que je vous conseillerais de lire, un excellent article paru dans Journée débat l'autisme, qui dresse un résumé de l'histoire de l'autisme en France et qui éclaire tout ce qui nous a précédé en la matière. Il y rappelle l'importance, et j'ai été personnellement sensible à ce rappel, d'un homme qui en son temps a eu une importance capitale pour l'autisme, qui s'appelle le professeur Roger Misès. À l'époque, il n'était pas encore professeur, c'était le jeune Roger Misès, et qui, à la Fondation Vallée, a libéré, entre guillemets, les enfants autistes de l'arriération mentale et de conditions de vie épouvantables. J'ai eu la chance, jeune homme, de passer une année universitaire complète dans l'hôpital de jour de cette fondation et donc d'avoir pu bénéficier d'échanges privilégiés avec M. Misès. J'ai vu des documents, des photos de ce que M. Misès a trouvé dans ces années-là. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est à peu près au niveau des orphelinats roumains qu'on nous a présentés il y a 15 à 20 ans. C'était un hospitalisme forcené. C'est le premier médecin en France qui a osé sortir l'autisme d'une condition d'arriération mentale. Non seulement d'une façon pratique, en offrant à ses enfants des soins normaux, il les a lavés, il les a peignés, il les a habillés, il les a sortis, il a engagé des infirmières, il a engagé des éducateurs, il a fait un travail absolument inouï, et il a lancé un courant dont les psychiatres sont encore héritiers aujourd'hui. Mais hélas, les formations initiales n'ayant pas été évaluées et apportées dans le système suffisamment tôt, on pourrait dire que nous en sommes restés un peu là. Voilà. Assouline dirait, en ce qui concerne parents et associations, qu'il y a 3 vagues militantes qui s'étendent des années 60 à 2000.
Je me demande s'il n'y en a même pas une quatrième, puisque déjà des parents adossés aux associations revendiquent un diagnostic et une prise en charge précoce. Cela n'est pas nouveau, mais utilisent des méthodes rééducatives et comportementalistes, entre guillemets. Et je pense que cette quatrième génération est déjà en marche et bouleverse un petit peu les habitudes, y compris du milieu professionnel. Ce que je dirais aussi, c'est que les familles que je côtoie qui font référence à ces rééducations ont l'intelligence de les enrichir de leur propre invention, de leur propre initiative et s'approprient ces techniques. Ce n'est pas aussi rigide que ce qui est présenté et ça produit des effets tout à fait formidables dans la communication entre parents et enfants. Donc ces familles, je les rencontre au sein de la Frégate, qui est un IME où ces méthodes sont systématisées, et à Autisme PACA. Ces deux associations ont chacune leur spécificité, la première en direction des cas dits sévères, la seconde en direction des TED et des Asperger. Ces spécificités associatives, définies par la gravité des atteintes, me semblent très très importantes, car la problématique des accompagnements n'est pas de même amplitude, ni de même nature, bien évidemment. Familles et associations professionnelles sommes tous inscrits dans un mouvement historique. Nous en sommes les continuateurs, les acteurs. Des compétences existent, la volonté aussi. Rien n'est perdu, sauf le temps. L'excellent rapport de Madame Létard, que je vous engage à lire, concernant l'évaluation de l'impact du plan autisme 2008-2010, met en exergue la nécessité d'une information et d'une formation à tous les niveaux des familles, mais en premier lieu des professionnels. Mais les familles ne sont pas oubliées et c'est très très important. Donc je ne ferai pas le panégyrique de cette association, mais néanmoins Autisme PACA est très très actif dans la création de réseaux, dans le lieu d'accueil, dans des groupes restreints, dans des groupes de parole, dans des échanges d'expériences de parents, parce que nous avons aussi des enfants qui ont, enfin des adultes, pardon, qui évoluent d'une façon extrêmement intéressante et autonome. Et évidemment, ces échanges entre parents qui sont déjà passés par là, des parents qui arrivent, est à mon avis capital. C'est évidemment, ça peut même échapper aux professionnels sans aucun souci. Les familles ont le droit d'échanger entre elles leurs expériences et leurs vécus, Dieu merci. Et grâce à un réseau informel mais compétent, dont les membres sont formés, les familles qui sont déjà devenues étayantes se sentent épaulées et prennent confiance dans ce qu'elles font pour leurs enfants et leurs choix éducatifs sont respectés, ce qui est très très important à mon sens. Voilà. Tous les enfants de ce réseau ont un diagnostic CRA ou en cours, car évidemment les délais d'attente sont trop longs. Dieu merci, la présence maintenant de Sandrine dans l'ère toulonnaise va nous aider. Aider les CRA, les développer, ça me semble essentiel. Ce sont des acteurs absolument incontournables. Voilà. Les relations avec la MDPH aussi doivent être consolidées. La MDPH soutient généralement les projets élaborés en relation avec la médecine scolaire et les équipes éducatives. Au passage, je remercierai toutes les collaboratrices avec qui je travaille sur les programmes. Ne pouvant aller dans toutes les écoles, en plus les réunions tombent à des moments difficiles, donc toutes les orthophonistes, neuropsychologues qui ont une prise en charge très fréquente, en fréquence plus fréquente que mes interventions, se déplacent bien volontiers et c'est très très important. Voilà, tous les enfants de ce réseau ont aussi une enquête génétique et bien entendu les parents adossés à l'association ont une formation, une information qui précède même parfois certains professionnels. Je dois ajouter que l'Éducation nationale a fait depuis des années vraiment des efforts incroyables et considérables pour essayer d'intégrer les enfants, notamment le secteur maternel qui est capital pour ces jeunes enfants. Les interactions et le mimétisme sont un apport considérable pour la majorité d'entre eux. Et parallèlement, un suivi longitudinal, familial est très important pour franchir étape après étape et surtout pour les anticiper. Primaire, secondaire, lycée, de nombreux Asperger, pas assez à mon goût bien sûr, sont soutenus avec les difficultés que vous supposez. Là encore, la formation des équipes et des enseignants est nécessaire.
Et je pose la question, quelle formation, quel formateur? Alors, ce pôle qui existe à l'ouest de Toulon, nous espérons, en ce qui concerne l'autisme PACA, le développer à l'est, et j'espère que ça va vraiment se faire. La formation est le maître mot du rapport de décembre 2011 de Mme Lectard. C'est une lecture indispensable pour une réflexion de fond pour la mise en œuvre du plan. Elle souligne des évidences, l'établissement du diagnostic précoce, qui est encore une habitude professionnelle étendue, les relations avec le CRA, la neuropédiatrie incontournable, les généticiens incontournables. Nous avons tout ça à Toulon. Peut-être ici on ne mesure pas la chance que l'on a d'avoir tout ce réseau de compétences, parce qu'il y a aussi des endroits qui sont vraiment désertiques, et ce n'est pas notre cas. Donc je pense qu'il serait vraiment intéressant de développer des plans de formation. Je pense que c'est prévu, je l'espère en tout cas, même en direction des CAMS et des hôpitaux de jour qui ont réellement besoin d'une aide et qui contiennent des compétences humaines importantes et qui auraient sans doute besoin d'être un peu régénérées et peut-être d'inventer aussi une autre pratique. Mais il existe des audits, tout est possible, on peut le faire. Et ce que je pense aussi en matière de formation, ce qui est un peu négligé dans notre pays, c'est une formation à partir d'expériences vécues, pratiques, d'expériences de terrain. Par exemple, j'ai toujours regretté que certaines équipes qui fonctionnent très très bien avec des enfants, des jeunes enfants TED, et c'est pas évident d'avoir un enfant TED dans une classe, même avec une AVS, et j'ai souvent regretté qu'on n'ait jamais eu de colloque, d'organisation pour réunir toutes ces personnes qui participent et pour pouvoir échanger des expériences. Et tout ça me semble un petit peu perdu et un petit peu évanescent. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas des formes de groupe Balint pour les AVS, de façon à ce qu'on puisse qu'elles puissent continuer leur travail. Je regrette aussi un statut un peu bancal, parce que souvent ce sont des personnes qui travaillent 2 ans, qui acquièrent des compétences vraiment formidables, et au bout de 2 ans, les contrats sont terminés. J'ai appris aussi que si une AVS tombait enceinte, elle n'était pas remplacée. Donc imaginez l'équipe d'enseignants qui reste avec un enfant sans AVS. Enfin, des choses qui me semblent importantes d'organiser. Actuellement, l'association est plus à même de savoir les écoles qui fonctionnent que les autorités qui sont censées organiser ça. C'est quand même un peu étrange. Voilà. Mais je ne veux pas passer mon temps à créer une ambiance désagréable. Je pense qu'il faut mieux unir nos forces et se rassembler autour d'une formation digne de ce nom pour que la condition des enfants et des familles avance. Alors bien sûr, il est un âge où l'évolution va scinder la famille autistique. Ceux qui pourront avoir accès au langage, ou au contraire ceux qui ne pourront pas avoir au langage très partiellement, ceux qui auront accès, sous quelle forme. Certains développent des parcours surprenants. En tout cas, la partie institutionnelle est vouée à l'accueil des formes dites sévères. Parmi ces formes, certains enfants peuvent bénéficier d'une scolarisation en PLIS sous forme partielle. À la Frégate, nous avons des enfants qui résident en permanence, d'autres qui sont scolarisés partiellement. Il existe aussi tout un réseau de colonies de vacances, il existe aussi des week-ends de répit. C'est très important, quand on vit avec un enfant avec un handicap sévère, les familles parfois sont laminées, sont épuisées au point d'en tomber même malades. Donc c'est capital de pouvoir offrir à ses parents, ne serait-ce qu'un week-end où ils pourront recevoir leurs meilleurs amis sans être ennuyés, ou d'aller au cinéma en amoureux. Ça peut représenter pour elles quelque chose d'inouï qui nous est familier parce que nos enfants ne sont pas autistes. Et maintenir les parents en l'état et en vie, c'est capital, parce que s'il n'y a plus de parents, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Donc il faut savoir que l'association Edravar a mis 7 ans entre la fondation de l'association et l'ouverture de cet institut, 7 ans de gestation pour porter sur les fonds baptismaux un outil à la fois humain et un plateau technique exceptionnel qui correspond tout à fait aux exigences modernes
y compris celle de l'agence de la Haute Autorité de Santé, bien entendu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ces temps de boulot, hein, et avec des parents. Ce qui a, je pense, porté la frégate, c'est un soin qui a été apporté à la formation des équipes, et je pense que c'est pour une part, entre autres bien sûr, c'est ce qui est responsable de la pérennité du projet. La formation, il reste un principe actif, autant en direction des familles d'ailleurs que des soignants, en nous inspirant des besoins exprimés par les familles et les soignants, et en évidemment les corrélant aux préconisations des agences de santé. Donc la frégate bouleverse dans sa spécificité les pratiques institutionnelles habituelles, ni plus ni moins, et reste ouverte à toute demande d'échange ou de formation de la part de nos collègues qui se pencheraient sur un plan autisme-formation au sein de leur établissement, car je sais que tous les IME qui accueillent de nombreux autistes n'ont pas la chance d'offrir le plateau technique dont nous disposons à la frégate. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Eh bien, rien d'autre en vérité. Si on arrive à faire une véritable formation, à rompre une idée un peu délétère qui voudrait que service public soit bien identifié, service privé bien identifié, moi je pense que toutes ces frontières n'ont pas lieu d'être, surtout dans un domaine aussi important que celui-là, avec les enjeux que l'on peut avoir. Donc j'aimerais amener une parole de paix, mais de volonté et de véritable travail sur cette région toulonnaise, où il y a des véritables forces. Et où les associations représentent ces véritables forces, et sont même anticipatrices de mouvements qui sont nécessaires pour s'occuper de ces enfants et de familles. Voilà, j'ai besoin d'autres raisons.